Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, pour le 72e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, petite reprise après une semaine de pause la semaine dernière pour raison de bêtement vacances. J'ai le plaisir de recevoir Gwenaël Gafrique, donc personne, s'il n'en est très important sur la culture chinoise, mais pas que, et qui aujourd'hui va nous accompagner sur cette émission. On va découvrir qui est-il, que fait-il, où va-t-il, quel est son plan. C'est un bienvenue Gwenaël. Bonjour, merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est vraiment un très très grand plaisir de te recevoir. Gwenaël, donc tu es enseignant, tu es traducteur, tu gères aussi une collection qui s'appelle Taïwan Fiction, ouais. C'est à l'Asiatech. L'Asiatech, c'est ça. Donc Gwenaël, tu enseignes notamment donc du coup à Lyon 3. Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu enseignes à tes étudiants? Alors moi je suis enseignant, en fait ça s'appelle langue et littérature chinoise, et comme souvent en fait les enseignants de langue à l'université on est un peu polyvalent, donc j'enseigne la traduction, j'enseigne l'histoire politique, j'enseigne un peu la littérature, et puis on a aussi un cours en commun avec un collègue qui s'appelle Corrado Neri sur la science-fiction. Et là, pour le coup, ça déborde du département d'études chinoises, en fait. C'est pour un public plus large. D'accord. Quel angle vous prenez pour aborder la science-fiction avec ces élèves? Alors, c'est un cours, en fait, qui est proposé, c'est un cours optionnel, en fait, ça s'appelle un cours transversal, qui est proposé à des Master 2 en langue et littérature étrangère. Donc, en gros, il y a des étudiants qui font de l'anglais, du russe, du japonais, de l'arabe, de l'italien. Et nous, on propose, en fait, à partir de textes surtout en traduction française, une approche plus thématique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un cours on a un cours chacun toutes les 2 semaines. Mon collègue est plutôt spécialiste de cinéma, donc il parle de cinéma de science-fiction, moi plutôt de littérature. Et on a une approche thématique, en fait. Donc, concrètement, ça va être SF et guerre froide, SF et féminisme, SF et queer, voilà. D'accord. Et donc, ça se cantonne à la science-fiction ou ça pourrait toucher la fantasy ou d'autres genres de l'imaginaire? Non, pour le coup, on est vraiment très SF, même si bon, on sait que les frontières génériques sont poreuses, mais ouais, on essaie d'avoir un corpus qui est immense déjà, mais surtout de science-fiction et de science-fiction en traduction. Donc, on parle moins de science-fiction francophone, mais plutôt de SF en traduction. Donc, on essaye de prendre des textes qui viennent de la SF russe, de la SF italienne, anglophone, chinoise, japonaise, etc. On a donc effectivement, alors sur la science-fiction anglophone, bon, on la présente plus, elle est ultra présente au sein de nos librairies, de nos cultures de science-fiction. Sur la russe aussi, enfin tout ce qui peut être soviétique, notamment, j'ai personnellement travaillé sur des émissions sur la Soviet SF, même si effectivement passé la chute du mur de Berlin, on a la science-fiction a beaucoup changé, notamment tous ces vieux de la SF, les Tarkovsky, etc. Non pas Tarkovsky, flûte. J'ai pas retrouvé. Moi, les noms propres, tu le sais pas, Gwenaël, mais moi, les noms propres, mes auditeurs le savent que je suis un enfer de ce point de vue-là. Les deux frangins. Strugatsky. Fait comme je la retrouve, j'avais un peu honte. Et chinoise beaucoup plus aujourd'hui, effectivement, avec le Liu Shuxin. Alors, je le prononce certainement extrêmement mal, comme toujours. Mais par contre, je trouve que dans nos librairies, dans nos connaissances, tout ce qui peut être science-fiction italienne ou même des pays limitrophes, est-ce que tu aurais quelque chose à dire dessus? Est-ce que il y a une grosse production qui se fait dans ces pays-là, qui peut être ibérique, italienne, arabe, enfin voilà. On est un peu confronté à des limites qui sont des limites de langue, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on travaille sur des textes en traduction. Alors mon collègue pour le coup est italien, donc il a une connaissance assez vaste de la SF italienne, cinématographique notamment. Moi je lis l'anglais, un tout petit peu le japonais, chinois, mais c'est vrai que quand on essaye de faire cette recherche un peu de corpus, d'aller chercher un peu des différents types de textes, on est vite confronté à une absence ou une relative absence des textes qui seraient traduits d'autres langues. En fait, il y a effectivement quelques textes du russe, quelques textes de l'espagnol, quelques textes de l'italien, mais peu finalement. Très peu, oui. Donc on essaye d'ouvrir un petit peu, mais c'est par exemple pour la science-fiction arabophone, il y a très peu de choses en traduction. Il y a quelques textes en anglais, et encore, c'est souvent des textes qui sont écrits directement en anglais par des gens qui viennent peut-être d'Irak, par exemple, ou d'Égypte.
Mais ouais, on est vite confronté à une absence de texte en traduction, ce qui est un peu dommage, hein, on le regrette. Mais la production, enfin, vu qu'on y a peu accès, cette production existe. Alors, je pense qu'elle existe, par exemple, au Japon, en Chine, il y a une production assez énorme. Je saurais pas forcément dire pour le monde arabophone. Je sais qu'en Égypte, il y a des auteurs et des autrices de SF. Après, voilà, mes connaissances dans le domaine sont assez limitées parce que justement, on passe par le prisme de la traduction. Donc, mais j'imagine que probablement en espagnol, en italien, en allemand, passé à côté de beaucoup de choses. Certainement. Ouais. Tu es donc aussi traducteur. Tu as donc, j'ai encore mal le prononcer, traduit Le Problème à trois corps et ses deux suites de Liu Suk-jin. Gros succès s'il en est. Tiens, je crois qu'il y a une anecdote par rapport à ce livre et je ne me rappelle plus de sur quel site j'ai lu ça. Apparemment, notamment sur Le Problème à trois corps, il y aurait le chapitre d'introduction qu'on trouve nous en France, etc., qui suit donc de la Révolution d'octobre. Si je dis pas révolution culturelle. Oui, ah non, d'octobre, mais non, c'est vrai. Ça a été plus long que... Oui, non, mais révolution culturelle. Oui, non, j'étais à côté de la plaque. Et effectivement, dans le texte original chinois, ce chapitre, en fait, un peu plus tardif dans le roman. En fait, c'est pas totalement faux, mais c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que le Problème à trois corps a d'abord été publié de façon sérialisée dans une revue, qui était la grosse revue de SF en Chine. Et c'était l'ordre dans lequel on le retrouve en version française. C'est-à-dire qu'il commence avec un épisode assez violent, hein, qui est une sorte de mise à mort, de lynchage d'un astrophysicien pendant la Révolution culturelle. Donc c'était en fait la manière dont il a été publié pour la première fois sous forme sérialisée. Mais effectivement, quand il y a eu la parution en livre en Chine, parce qu'il y a eu une version à Taïwan aussi, en Chine, le livre, et aujourd'hui dans les librairies chinoises, on trouve en fait le premier chapitre qui est inversé avec le second, qui fait commencer le récit à l'époque contemporaine, on va dire. Et le chapitre sur la Révolution culturelle arrive un peu plus tard dans le roman. Donc il n'y a pas eu de censure proprement dit, c'est-à-dire que le texte est le même, simplement l'ordre dans lequel il arrive est effectivement retardé. Et donc pour la version française, mais je crois que c'est pareil pour la plupart des traductions en langue étrangère, reprend la forme originale en fait. Oui. Et toi, tu as abordé comment ce texte? Est-ce que tu savais quand on allait paraître en France, ça serait un aussi gros succès? Alors pour la petite histoire, donc c'est une trilogie qui a été publiée en Chine entre 2006 et 2010, à 2 ans d'intervalle pour chaque tome. Moi, j'avais dû le lire en, mettons, 2011, 2012 peut-être, donc après la parution des 3 tomes. Et bon, je suis fan de SF, je commençais à faire de la traduction un peu à l'époque, donc j'avais sollicité quelques éditeurs de l'imaginaire à l'époque, alors de façon peut-être pas très pertinente, je sais pas, j'avais envoyé une note de lecture avec un petit extrait de traduction, et puis je n'avais pas eu de réponse, mais en même temps ça se comprend aussi, c'est-à-dire qu'on arrive avec 3 gros volumes de SF chinoise, sans aucune traduction en langue étrangère. Et puis les choses se sont un peu décantées à partir de 2015, parce qu'il y a eu la traduction anglaise par Ken Liu du premier tome, qui a eu le prix Hugo aux États-Unis, donc ça fait pas mal de bruit. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois que des éditeurs français se sont se sont penchés, eux, pour le coup, pour la première fois sur ce texte, et voilà, ça a dû négocier dur pour obtenir les droits de traduction. Et parallèlement, autre traduction de l'auteur, je ne sais pas si toi qui l'as fait, je m'en excuse si ce n'est pas le cas, ou si je me tout bêtement de pas m'en rappeler, on va dire plutôt. La Terre errante, c'est toi qui t'en occupais? Oui, alors ça a paru effectivement en français en one shot en fait, en novella. Et puis c'est une nouvelle qui apparaît aussi dans les anthologies des nouvelles de Liu Cixin, qui sont parues chez Actes Sud aussi. Et je pense que celle-ci, c'est un peu dû aussi à l'adaptation qui a été faite au cinéma en Chine, qui était un gros succès là-bas. Ouais, c'est ça, c'était un des premiers gros, si ce n'est le premier gros blockbuster de SF en Chine, qui est une adaptation assez libre de la nouvelle. Oui. Et je pense que par opportunité éditoriale, Actes Sud avait choisi de le publier en novella unique. Ok. Et mes questions vont être un petit peu bateau, je t'avoue, parce que je n'ai aucune grosse connaissance de la traduction. Ce n'est pas trop dans mes bêtement connaissances. Ma question, voilà, je vais me permettre des questions stupides, d'accord? Je pars sur des questions stupides. La traduction chinoise a-t-elle des particularités propres à ce travail-là qui est fait notamment
aussi par rapport je pense, au nom propre, ou c'est toujours cette question sur la traduction, c'est qu'à un moment on a des concepts qui sont mis en place par des auteurs qu'il faut traduire en fait dans notre langue. On a vu ça de l'anglais, on en connaît énormément. On pense bêtement à Dune, enfin avec tous les mots qui sont un peu utilisés, valise, qui sont utilisés par Frank Herbert. Est-ce que c'est le genre de choses qui sont soit courantes et ou compliquées par rapport au chinois? En fait, il y a plusieurs particularités, c'est-à-dire que déjà dans un premier temps, à chaque texte, c'est contrainte de traduction, mais ça pour le coup, c'est le cas dans toutes les langues en fait. Tu parles de Dune, les problèmes qui se posent dans la traduction de Dune, c'est évidemment pas les mêmes quand on traduit Shakespeare ou Henry James ou je ne sais quel auteur écrivant en anglais. Il y a des contraintes qui sont propres à la traduction de la SF ou des littératures de l'imaginaire, avec effectivement des néologismes, des mondes qui sont construits et qui nécessitent une sorte d'opération mentale un peu particulière. Et puis il y a des contraintes ou des écueils qui sont propres aux Chinois pour le coup, et que n'importe quelle traductrice ou traducteur du chinois va se confronter à un moment donné ou à un autre. L'un des exemples, c'est par exemple le fait qu'en chinois, il n'y ait pas de temps. C'est-à-dire qu'en fait, en français, on a le passé simple, le présent, le passé composé, le plus que parfait, l'imparfait. En chinois, ça n'existe pas. Donc, un choix que n'importe quelle traductrice ou traducteur a à faire quand il traduit du chinois, c'est déjà de choisir un temps, parce qu'on peut pas se passer de ça en français. Et donc, se pose toujours la question de savoir si il vaut mieux que le récit soit mis au présent, au passé composé, au passé simple. Et déjà rien que là, en fait, c'est un choix qui est assez un énorme choix, vertigineux et qui peut modifier la lecture, en fait, véritablement. Et à tel point que parfois, il arrive qu'on se mette à changer nos stratégies de traduction au milieu du récit, voire à la fin, parce qu'on se dit qu'en fait, ça aurait peut-être mieux collé au présent qu'au passé composé. Ça fait partie, il y a des contraintes ou des particularités qui sont propres vraiment aux Chinois. D'accord. Et passer par cette étape de devenir traducteur, c'était quelque chose que tu visais très tôt dans, entre guillemets, ta carrière, des choses que tu voulais faire, ou c'est venu un peu sur le tas comme ça? Je pense que alors c'est compliqué parce que c'est difficile de se dire quand j'étais petit j'ai envie d'être traducteur. Non, je pense qu'il y a le côté à mon avis, pour faire de la traduction, il faut quand même aimer écrire, aimer lire. Donc ça pour le coup pas trop changé. Moi c'est venu alors on fait tous un peu de traduction dans un cadre universitaire, mais c'est pas vraiment de la traduction en tant que telle, quoi. C'est de la version, donc c'est des opérations pour apprendre la langue, quoi. Donc ça m'intéressait moins. Mon premier texte traduit, ça a été pendant ma thèse de doctorat, donc j'avais une vingtaine d'années. Et là j'ai accroché tout de suite, en fait, c'est passionnant. Donc mais j'avais peut-être, alors je parle pas de prédisposition, mais en tout cas une passion déjà pour la lecture et l'écriture, et ça aide quand même quand on traduit. Et peut-être, je ne sais pas si je dis de bêtises, mais par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait que tu as fait des notes d'auteur pour les éditeurs en disant tiens, le problème à 3 corps, ça semble un truc intéressant. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de vouloir mettre à disposition, ou même un petit côté découvreur d'œuvres qui pourraient être intéressantes à diffuser chez nous? Oui, ça c'est un travail qu'on fait souvent, et en particulier quand on traduit depuis le chinois ou depuis des langues qui sont pas lues par les éditeurs, parce qu'en fait les éditeurs français qui lisent le chinois se comptent un peu sur les doigts de la main. Donc généralement, à moins qu'il y ait une traduction en langue étrangère déjà existante, c'est nous qui apportons les textes, qui les recommandons, qui en faisons effectivement une note de lecture. Des fois, il y a une relation de confiance qui s'est établie avec des éditeurs depuis un certain temps, donc on n'a pas besoin de passer par quelque chose de très formaté, avec calibrage, etc. C'est en discutant, en fait, en apportant nous des textes qu'on aime ou qu'on estime avoir un potentiel spécifique, soit parce que c'est des classiques, soit parce que ça va toucher un certain lectorat, soit parce que ça mérite d'être porté à la connaissance du lectorat francophone. Donc c'est souvent quelque chose qu'on fait quand on traduit depuis des langues comme le chinois, c'est que c'est des textes qu'on a lus, qu'on a aimés, ou dont on sent qu'il y a un potentiel particulier et qu'on va apporter à des éditeurs. Et donc, alors j'ai ma chaise qui se baisse toujours en face. J'ai un problème de chaise. J'en ai pour une seconde. Ne bougez pas. Je sais pas pourquoi je me suis assis dessus. Je prends l'autre chaise. Enfin, vous vous rendez pas compte à la radio ni en podcast, mais en fait je me baisse petit à petit, la chaise, je m'affaisse, enfin c'est la chaise qui s'affaisse, et du coup je disparais derrière ma console. Là je vais être beaucoup plus à l'aise, je couperai ça au podcast. Oui, et donc Liu Suk-jin, problème à 3 corps, gros succès international chez nous, adaptation qui arrive bientôt, je ne sais plus qui va la faire, Netflix ou HBO. Alors ce sera sur Netflix, et alors c'est les créateurs non, mais ceux qui ont mené le projet de Game of Thrones, qui ont repris le bébé.
Donc juste pour dire un petit mot pour nos auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas, le problème à trois corps, c'est une histoire qui se passe effectivement en Chine, suite à je regarde heureusement un bon souvenir, suite à la révolution culturelle en Chine, on va dire que ça traumatise une personne qui un jour va recevoir un message de certains extraterrestres, des Solariens, qui envoient un message et qui est plus ou moins de dire surtout ne contactez pas. Et elle a un peu la mort contre l'humanité dans son ensemble. Elle va répondre à ce message et va s'en suivre 3 tomes moi, c'est un de mes bouquins de science-fiction préférés lus ces 10 dernières années de très loin, notamment parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur dans la SF, c'est quand ça développe des concepts, et là il s'agit de la sociologie. Je crois que je vais traduire à socio-cosmologie. Ouais, c'est socio-cosmologie. Et puis, alors là, je ne dévoile rien parce que j'adore le concept de la forêt noire, qui est un concept sombre. La forêt sombre, pardon. Oui, la forêt noire. C'est pas de la fantaisie. La forêt sombre, qui est un concept que je trouve absolument fabuleux. Donc voilà, donc on se trouve dans cette histoire-là et qui va s'éloigner très très loin dans l'histoire. Je trouve que, je sais pas si tu en as beaucoup lu, mais je trouve qu'il y a un côté très Stephen Baxter au sein dans ce côté, je déploie des temporalités et des notions scientifiques et d'astrophysique, souvent un peu jusqu'à leur paroxysme, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses. Alors Liu-Cixin, lui, se réclame beaucoup de Clarke, Arthur C. Clarke, qu'il a beaucoup lu, et je crois qu'il y a même cette citation, alors c'est peut-être pas une situation exacte, mais qu'il avait dit un jour, où toutes ses œuvres étaient des hommages à Clarke, en fait. Ok. Donc il s'inscrit un peu dans cette lignée-là, quoi. Ouais, Rama, aussi parce que ce qu'il a lu, ouais. Rama, même 2001 en fait, ce qui apprécie tout simplement. Beaucoup. Il y a des petites intertextualités aussi dans ses romans. C'est pour retracer un tout petit peu la biographie en quelques mots de Liu-Cixin, il est né en 63 et ensuite c'est juste le début de la révolution culturelle. En fait, il va grandir pendant la révolution culturelle où il y a un accès à la littérature qui est quasiment nul. Et il va se former un peu sur le tard à la SF, mais il va beaucoup lire d'ouvrages de vulgarisation scientifique, beaucoup de littérature russe aussi, et c'est des empreintes qui se voient en fait dans sa littérature. C'est un grand lecteur de Verne, Jules Verne, comme beaucoup de Chinois en fait. On n'imagine pas ça en France, mais les Chinois, les écoliers chinois, les étudiants à l'université, les auteurs de SF et les autrices de SF connaissent bien mieux Jules Verne que une grande partie du lectorat français. Et tu l'as rencontré tout simplement parce que c'est le seul auteur vivant que j'ai traduit à jamais avoir rencontré en vrai, physiquement. C'est un peu compliqué en fait. Parce il se déplace ou pas en festival dans le monde? Je parle pas à Lyon forcément, il s'est mais déplacé. Alors c'est un homme très occupé, alors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que il est très occupé par notamment les adaptations de ses romans. C'est devenu un peu une figure du soft power chinois actuel, donc il est régulièrement sollicité pour des projets qui sont pas tout à fait liés à la SF, mais qui vont être, par exemple, il va être ambassadeur pour la mission Mars. Il va faire le discours d'ouverture du télescope à Guizhou. Donc il est déjà très occupé par ça. Et puis corollaire de ça, il est très écouté, très regardé. Donc en fait, sa parole est pas aussi libre qu'elle l'aurait été dans les années 2000. Et donc il se déplace pas si facilement que ça. Et quand il sera en festival, je pense qu'il a dû aller à 1 ou 2 Worldcon, et il est accompagné, quoi. Donc il a les interprètes qui lui sont assignés, ce qui diffère de pas mal d'autres auteurs ou autrices chinoises que j'ai pu rencontrer par ailleurs en festival ou à d'autres occasions, où souvent c'est moi qui fais l'interprète, un peu de fortune à ce moment-là. Ce serait plus compliqué de le faire avec Liu-Cixin. Qui est bien effectivement très encadré, comme tu le dis très bien, un peu une égérie chinoise de la culture et chinoise. Donc pour venir sur le problème à trois corps, j'ai la question que j'avais en tête mais sortie de la tête. Un petit classique de milieu d'émission. Après, c'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés physiquement, mais on a eu l'occasion d'échanger par mail, notamment, par visio un peu. Et après c'est des échanges qui restent autour de son œuvre et de sa façon de voir les choses. Mais il y a souvent, alors ça dépend, les traducteurs travaillent différemment, mais il y en a qui aiment bien poser plein de questions à l'auteur ou à l'autrice pendant la traduction, ou éventuellement à la fin de la traduction. Moi, je suis plutôt un partisan de pas poser trop de questions sur les textes que je traduis, à moins qu'il y ait des petites questions à poser, mais ce qui sont souvent des questions de détail en fait. Des citations qu'on retrouverait pas, ou des références qu'on n'aurait pas forcément percutées sur le coup, et plutôt l'écouter parler d'autres choses en fait.
ou des livres qu'il a lus. Moi, ça m'aide beaucoup plus en fait de relire un peu Tolstoï pendant la traduction ou de lire Clark pendant la traduction que véritablement lui poser des questions sur ce qu'il a voulu dire ou ce qu'elle a voulu dire à tel moment. C'est beaucoup plus parlant et ça aide. Ouais. Et choper les déterminismes culturels de l'auteur pour voilà, savoir d'où il vient, ce qu'il a lu, quel est le contexte dans lequel il a écrit. Mais vraiment, ce qui aide beaucoup, c'est ce qu'il a lu en fait. C'est d'essayer de refaire un peu ce parcours-là. Ça aide finalement davantage que lui poser la question. Souvent, les auteurs, les autrices qu'on traduit, si on leur demande, ça peut être des questions que vont poser certains traducteurs, de qu'est-ce que vous avez voulu dire à tel passage, est-ce qu'il y a un sous-texte ou est-ce qu'il y a un sous-entendu. Généralement, soit ils veulent pas le dire parce qu'ils veulent garder ça un peu ouvert à l'interprétation, soit il y a quand même du temps qui s'est écoulé parfois entre la publication d'un texte et sa traduction, donc le sens qu'on veut lui donner est pas forcément le même, ou alors on veut apporter une nouvelle couche de sens, ou alors ils ont oublié, ça peut arriver. C'est souvent que les écrivains ou les traducteurs, je pense c'est pareil, quand le texte est publié, on y revient rarement dessus. Donc voilà, c'est pas toujours pertinent en fait de poser la question. Les autrices et les auteurs, ils aiment pas forcément toujours y répondre. Donc voilà, c'est pas un réflexe que j'ai en tout cas. Et j'ai retrouvé ma petite question. J'ai bien meublé le temps. C'était parfait. C'était vraiment parfait. Est-ce que tu considères que j'ai l'impression que maintenant il y a beaucoup plus d'auteurs chinois qui apparaissent dans nos librairies de nouveau. Est-ce que c'est donc dû à ce succès du Poème à trois corps ou c'était vraiment une vague, on va dire, de science-fiction imaginaire chinois qui commençait à arriver en France déjà à ce moment-là? Alors c'est vrai pour le monde anglophone, c'est-à-dire qu'aux États-Unis ça a vraiment été le début d'une grosse vague de SF chinoise. Il y a des partenariats qui ont été créés entre différentes revues de SF en Chine, aux États-Unis, en Italie, c'est un peu le cas aussi. En France, ça a été assez lent de mon point de vue, c'est-à-dire que ça n'a pas débouché tout de suite sur une grosse vague de SF chinoise. Moi, je pensais que ça aurait peut-être été un appel d'air pour beaucoup d'éditeurs de se dire tiens, il se passe quelque chose là-bas. Ça vient petit à petit. C'est plus lent peut-être qu'aux États-Unis. Ça s'explique, je pense, de différentes manières. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le marché de la traduction est quand même très resserré. C'est-à-dire qu'en fait, d'ordinaire, il publie assez peu de SF en traduction. Et puis là, il y a eu cette ouverture avec la Chine qui a fait que on a eu envie de traduire beaucoup de SF chinoises. En France, le marché de la traduction, il est plus large, enfin plus ouvert. Donc, on a à la fois la production locale francophone, on a la production en langue anglaise, enfin traduit depuis l'anglais, quand même un peu des autres langues aussi. Je pense qu'il y a plus de traduction du russe, je sais pas, mais peut-être de l'allemand, de l'espagnol en français qu'il y en a aux États-Unis par exemple. Donc voilà, après chaque pays a ses particularités en termes de marché, de traduction et d'édition. Est-ce que tu aurais des auteurs qui sont un peu traduits actuellement que tu recommanderais hors de Liu Cixin? Alors je fais un peu de l'autopromotion parce que la plupart des autrices, des auteurs, c'est moi qui les ai traduits ou presque. Moi j'aime bien donc un auteur dont vient paraître le roman L'île de Silicium chez Rivage, il s'appelle Chen Qiufan, que je recommande beaucoup, non seulement le roman mais aussi ses nouvelles. Alors il y a assez peu de nouvelles traduites en français, mais il y en a pas mal en anglais et qui sont d'ailleurs consultables en ligne pour celles et ceux qui lisent l'anglais. Parmi les auteurs de cette génération, en fait nés dans les années 1980, il y a une autrice que j'aimais, s'appelle Xia Jia aussi, donc XIA JIA, il y a quelques nouvelles qui ont été traduites en français. Et puis, même au-delà de la Chine, en fait, de la SF sinophone, il y a aussi pas mal de choses du côté de Hong Kong, de Taïwan. Oui, j'allais venir sur Taïwan, du coup. Et ça vaut la peine, ouais. Ok. Et donc, Taïwan, alors là, autant le Chine, forcément, je suis, on va dire, un peu bêta lecteur, dans le sens où je suis un peu sur les succès, etc. Que j'ai pas une connaissance énorme de ce qui est produit. Et quelle grosse différence on fait avec la science-fiction taïwanaise? Alors pareil, c'est une question un peu niaise, mais ça me permet au moins de me lancer. Et celle chinoise, et comment tu appréhendes les choses, toi, sur ces deux pays? Alors, il y a pas mal de différences. Alors, qui sont des différences sont à la fois géographiques même. Ouais. C'est-à-dire dans les thématiques qui sont saisies, mettons une SF un peu post-apo qui parle d'écologie en Chine n'aura pas les mêmes thématiques qu'à Taïwan, parce que les enjeux sont pas toujours les mêmes. Puis il y a surtout des différences sociopolitiques. C'est-à-dire que un auteur taïwanais traduit en français de SF s'appelle Zida Wei, avec un roman comme Membrane. Donc c'est un roman de SF queer. Enfin, c'est un générique simpliste, mais en même temps c'est vraiment ça. Il a écrit ça dans les années 90, donc en Chine dans les années 90 on n'écrivait pas de SF queer du tout, et on en écrit toujours assez difficilement. Donc ne serait-ce que de par les thématiques, les sujets qui sont traités, on a cette différence là aussi. Il y a aussi une SF à Taïwan, à Hong Kong, qui est liée aux angoisses du présent.
Enfin, la SF, c'est toujours les angoisses, les espoirs du présent. Donc, les angoisses actuelles des Taïwanais sont pas du tout les mêmes que les angoisses actuelles des Chinois. Donc, on a des récits de SF, pas toujours traduits d'ailleurs, mais qui parlent de cette menace un peu chinoise qui pèse aussi sur la société contemporaine à Taïwan, qui évidemment ne sera pas la même en Chine pour le coup. Et pour rester un peu, on va dire, dans ce coin géographique, est-ce que tu as un rapport avec la science-fiction japonaise, qu'elle soit littéraire ou autre, ou c'est quelque chose tu es vraiment resté sur Taïwan, Hong Kong, Chine? Alors la SF, je l'ai dit qu'en traduction pour le coup, et comme je connais très mal les mangas, je serais très mal placé pour en parler, mais il y a des mangas de SF qui sont absolument fabuleux. Des romans, ça commence à venir aussi, des nouvelles, notamment chez les éditions Akatombo, qui ont publié des textes de SF japonaise. Des romans comme des romans de Fujitayo, Un nuage orbital par exemple. Il y a une anthologie de nouvelles aussi. Là, les deux copains traducteurs, Denis Taillandier et Denis Sanchez, qui sont beaucoup plus pertinents que moi sur le sujet, en parleraient bien mieux. Mais ouais, c'est chouette qu'on commence à voir cette littérature traduite en français. Après, il y a des grands classiques qu'on connaît un petit peu plus. Mais ouais, il y a une science-fiction qui aussi au Japon est assez productive, avec plein de textes qui apporteraient plein de choses, je pense, à la SF contemporaine. Mais sur lequel donc toi tu es moins spécialisé ouais, voilà, moi je suis simple lecteur pour le coup, je me sentirais pas de recommander ou des textes de SF japonaise d'éditeurs par exemple. Et ben on peut aussi parler un petit peu du coup de la collection que tu gères, que tu diriges, donc l'Asiatech. Voilà, en fait, l'Asiatech, c'est une maison d'édition qui a été créée dans les années 70 à Paris, qui est une maison d'édition traditionnellement qui sort beaucoup d'ouvrages, on va dire, orientalistes dans le sens scientifique du terme. Donc, il y a eu des manuels de langue, il y a eu des ouvrages plus érudits, universitaires. Et puis, en 2015, l'éditeur Philippe Thiollier voulait un peu rafraîchir un peu ou changer, enrichir le catalogue, et m'a proposé de créer une collection sur Taïwan et sur la littérature contemporaine de Taïwan. Et avec mes propres appétences, j'avais envie de mettre un peu de SF dedans. Donc le premier roman qui est en fait une novella, mais qui se lit un peu comme un court roman en français, parce que quand ça passe en français, les textes prennent plus de longueur. Okay. Ça, c'est propre au passage entre le chinois et le français. C'est donc ce roman dont je viens de parler, Membrane. Donc c'est vraiment un roman de SF avec des codes de SF, avec des clins d'œil à Dick et bien d'autres. Et voilà, on avait voulu lancer cette collection, qui est pas une collection de SF pour le coup, mais dans laquelle on voulait faire entendre des voix de SF aussi venues de Taïwan. Et de temps en temps, comme ça, on a un recueil de nouvelles du même auteur, d'Itawei, qu'on a fait paraître en français. Et puis dans quelques anthologies aussi, par-ci par-là, qu'on publie dans la collection, il y a des nouvelles de SF aussi. D'accord. Et hors science-fiction, il y a tout un travail que vous faites sur la littérature contemporaine ou passée, pas que taïwanaise, j'imagine. Alors pour la collection, c'est vraiment Taïwan. Ok. Et ça s'appelle Taïwan Fiction. Okay. Et on s'était donné, alors c'est un peu arbitraire, mais la date 1987 comme point de départ, parce que c'est à Taïwan la levée de la loi martiale, qui a duré pendant 40 ans, et qui du coup marque un peu une étape, un jalon important dans la démocratisation du pays. Et donc voilà, on a pris cette date-là, et donc on essaie de publier des textes depuis 87, mais principalement dans les années 2000-2010, donc il y a des textes assez récents. Et l'idée, c'est, il y a un côté un peu militant. Alors déjà, il y a un côté un peu militant de traduire de la littérature taïwanaise, mais aussi de publier des auteurs autochtones de Taïwan, par exemple, des autrices, ce roman queer. Donc il y avait aussi cette dimension-là de montrer qu'à Taïwan, il y a une littérature ouverte, inclusive, et voilà, de rendre ça en français aussi. D'accord. Et est-ce que tu aurais hors membrane un titre qui te parle particulièrement, que tu as envie de pousser Alors il y a un auteur que j'aimerais pousser parce qu'il est à mon avis pas assez connu et assez reconnu, qui s'appelle Oumini. Là encore c'est un peu de l'autopromo, parce que c'est moi qui le traduis. Mais alors dans la collection on a fait paraître un recueil de nouvelles qui est en fait un fix-up qui peut presque se lire comme un roman, qui s'appelle Le Magicien sur la passerelle. Alors on peut dire c'est du réalisme magique à la taïwanaise, okay. Un peu. Et puis un autre roman qu'on peut associer à la SF aussi, mais qui est une sorte de mélange un peu de genre aussi SF, réalisme magique aussi, qui s'appelle L'Homme aux yeux à facettes. Ça c'est publié chez Stock,
qui a eu un gros succès en fait aux États-Unis. Enfin, Le Guin avait fait une super présentation du roman, David Mitchell aussi, et tout. Donc ça a été vraiment bien apprécié. On l'a dit. Et ça c'est, moi aussi. Enfin, Le Guin Mitchell, c'est la classe. Mais ça c'est, je pense, pas très très bien vendu en France, mais aussi parce que voilà, ça a été publié chez un éditeur à un moment donné où la collection changeait, etc. Mais c'est un roman qui, à mon avis, mériterait d'être beaucoup plus connu. Donc ça s'appelle L'homme aux yeux à facettes. Et alors, je sais pas si j'ai le temps, mais en un mot pour résumer l'histoire. Donc c'est un roman qui est paru en 2011 à Taïwan, 2014 en France, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui imagine, maintenant c'est un phénomène qu'on connaît un peu, qui sont les plaques de déchets du Pacifique Nord. Dans l'océan, il y a des plaques de déchets pacifiques qui ont des proportions assez énormes. Lui parle de ça, et il imagine que l'une de ces plaques-là va venir percuter la côte taïwanaise, emportant avec elle des îles du Pacifique. Donc on est un peu dans une sorte de SF... post-apo, c'est peut-être un peu précipité de le dire comme ça, mais qui imagine en fait comment est-ce qu'on reconstruit et comment est-ce qu'on fait communauté sur les ruines un peu de ces désastres écologiques. Et voilà, avec une place qui est faite aux communautés autochtones de Taïwan, aux communautés qui vivent sur les îles du Pacifique, qui sont pas forcément les premières concernées ou les premiers responsables de la crise climatique et de ses incidences. Donc voilà, si c'est l'occasion pour certains de découvrir le roman. Et quel est le message par exemple derrière qu'est-ce que, entre guillemets, pas une question un peu large, hein, mais quelle philosophie quelle est la philosophie, elle est pas bonne ma question, ça aussi je vais me le couper au podcast, je vous le jure. Non mais si tu veux je peux essayer d'y répondre malgré tout. En fait à Taïwan il y a mais c'est aussi pour ça que je dis que c'est une littérature militante, pas dans le sens où on nous incite à voter pour tel ou tel parti, mais déjà rien que le fait de parler de Taïwan en tant que tel, c'est déjà un acte militant en fait, et de dire que ça a une valeur universelle, c'est déjà un acte militant parce que Taïwan est peu représenté dans les instances internationales, c'est pas un État-nation qui est reconnu. Donc rien que le fait de dire que Taïwan a quelque chose à dire au monde ou a quelque chose à dire sur l'état du monde, c'est déjà en soi en fait ça a déjà en soi une portée politique. Et puis après là, l'auteur en question, il a une approche qui est aussi assez universelle dans ce que à la fois dans la pluralité des cultures, des langues à Taïwan, mais aussi quelles sont les conséquences de la crise climatique, de la pollution océanique, quelles incidences ça peut avoir au-delà en fait des sujets qui sont souvent rebattus et qu'on connaît plus par chez nous. Qu'est-ce que ça a aussi comme conséquence sur les cosmologies qu'on connaît pas forcément. Et donc tu as de ton travail de traduction, etc. Tu as un peu tourné en festival, tu as fait des déjà, c'est une question à tiroir en fait. Le premier tiroir, c'est toi en tant qu'intervenant, tu interviens souvent en festival, et deux aussi via l'Asiatech. Est-ce que vous êtes est-ce que vous avez des bonnes diffusions, des bonnes invitations sur ce genre de manifestations qui permettent de promouvoir des angles littéraires? Ouais, moi ça fait quelques années, j'ai cette chance-là de me rendre assez souvent en festival. Alors là, dernièrement, il y a eu les Utopiales, par exemple, à Nantes, que tous les amateurs de SF connaissent bien, ou d'autres festivals, Étonnant Voyageur, ou Atlantide à Nantes, ou bien d'autres, où quand on a la chance d'avoir des auteurs ou des autrices sinophones, là pour le coup chinois, taïwanais, hongkongais, il arrive qu'on m'invite aussi pour faire l'interprète, en fait, tout bêtement, d'accompagner les écrivaines, les écrivains, de participer à des tables rondes. Là, pour le coup, Taïwan, un peu comme la Corée du Sud d'ailleurs, ils sont assez demandeurs de ça. C'est-à-dire qu'ils mettent aussi l'argent quand il faut pour permettre d'inviter des écrivains, des écrivaines sur les festivals. Donc, c'est des opportunités aussi pour eux de promouvoir une sorte de forme de diplomatie culturelle un petit peu. De côté soft power toujours, et d'envoyer des émissaires. Le Canada fait pas mal ça aussi. Quand ils veulent promouvoir notamment la langue française, on peut avoir des bourses pour faire venir des autoristes, et c'est plutôt cool. Est-ce que tu as vu dans ces festivals des thématiques de table ronde qui ont pu être abordées donc sur les langues sinophones qui t'ont paru intéressantes? Pareil, c'est une question large, mais c'est une question en tant que programmateur de festival de dire que si j'avais des auteurs de ces pays-là, comment j'aborderais aussi les questions que j'ai envie d'aborder, qu'est-ce que j'ai envie d'aborder à leur côté, etc. Est-ce que toi, tu as vu des trucs, tu as fait c'est une bonne idée de faire ça, etc. Je pense qu'une bonne idée, c'est de faire, déjà d'organiser peut-être des rencontres individuelles sur leur travail, sur leur parcours, peut-être sur l'environnement d'écriture dans leur pays respectif. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est aussi de leur faire parler de sujets beaucoup plus universels, où on pourrait se dire, lui, il va parler de sa perspective, ou il écrit pour les Chinois de la Chine et ça. En fait, ils ont des tas de choses super intéressantes à dire sur bien d'autres sujets.
Donc je pense qu'il faut pas se limiter. Alors c'est pas un message particulier, mais envoyer aux programmatrices, programmateurs, ce qu'ils font d'ailleurs, hein, et de façon très bien dans les festivals, de leur faire dialoguer avec des auteurs de différentes nationalités sur des sujets en fait qui sont pas forcément liés à l'Asie ou à l'Extrême-Orient ou à la religion et le mysticisme. En fait, ils ont souvent des tas de choses super intéressantes à dire sur des tas de sujets. Donc pour la petite anecdote, il y avait eu, c'était amusant, c'était aux Utopiales, je crois, il y a quelques années, je sais pas si c'était 2017. Il y avait notamment un auteur taïwanais qui était présent, Cao Yifang. Petite promo, La Guerre des Bulles, chez Feu les éditions Mirobol, malheureusement, qui n'existe plus. Et une autrice chinoise, Rao Jingfang, qui a été publiée dans Outre-Fleuve, si je dis pas de bêtises, et qui étaient tous les deux présents sur le festival et qui ont eu une table ronde ensemble. Et en fait, c'est pas si fréquent que ça que des auteurs chinois et taïwanais se retrouvent dans un festival, avec en plus, et c'était cool de la part des Utos, l'étiquette Taïwan et l'étiquette Chine, parce que des fois, dans d'autres festivals de par le monde, c'est vraiment un sujet polémique en fait. Et puis des fois, les institutions locales vont râler parce que c'est marqué auteur de Taïwan, entre parenthèses Chine. Là, pour le coup, c'était vraiment Taïwan et Chine. Et c'était super intéressant en fait de les entendre discuter aussi de façon apaisée, hein, parce que c'est des écrivains, donc ils n'ont aucun intérêt à se taper sur la gueule sur des sujets politiques. Enfin, c'est des gens ouverts. Donc ça, c'était chouette aussi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je t'ai pas encore posé comme question? Est-ce que tu as des choses, toi, qui te passent par la tête que tu as envie de discuter? Oula, après, moi, si tu me donnes la parole, je suis intarissable. Non, je pense que, par exemple, un petit truc qu'on évoquait tout à l'heure, on a parlé de Liu Cixin, de la trilogie qui a eu un certain succès en France, ailleurs aussi. Pas hésiter, et c'est un truc que les amateurs et les amatrices de SF connaissent bien, d'aller voir les textes courts aussi, ce qui est moins fréquent en fait pour les amateurs de littérature blanche ou générale, où on a une sorte de d'imagination que le roman c'est la forme parfaite d'écriture. Il faut savoir qu'en Chine, à Taïwan, mais c'est valable aussi dans d'autres pays d'Asie, je suppose, le format court est très apprécié. Et il y a un vrai marché en fait de la forme courte, de la nouvelle en particulier. Il y a des écrivains, des écrivaines qui publient que des nouvelles pendant toute leur carrière, et qui sont souvent pas forcément traduits ou connus parce qu'ils correspondent pas au roman type de 300 pages, souvent demandé par les éditeurs ou apprécié par les critiques presse, etc. On sait pas trop comment parler des nouvelles, on sait pas trop comment les vendre. Or là où la SF et peut-être la littérature sinophone se recroisent, c'est pour l'importance en fait accordée aux formes courtes, aux nouvelles, aux novellas. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à aller découvrir. Ces formats courts. D'ailleurs, il y a une actualité du coup autour de cette format court. Tu l'as posé devant moi. Est paru là donc les nouvelles de Liu Cixin, donc toujours lui. Tu m'as dit c'était chez qui déjà? Alors c'est chez Actes Sud toujours. Actes Sud toujours, oui. Faut que j'arrête de chercher. D'accord. Et donc c'est une traduction récente que tu as faite? Alors il y a 2 tomes en fait qui ont paru, qui sont une presque anthologie des nouvelles de Liu Cixin, de la plupart de ces textes courts. Donc je pense que si on regroupe les 2 tomes, ça fait une quarantaine à peu près de nouvelles. Et alors toutes et tous n'ont pas été traduits par moi. Je pense la majorité, peut-être les 3/4, je sais pas, c'est moi qui les ai traduites. Et puis il y avait eu d'autres nouvelles traduites par d'autres traducteurs qui avaient été en fait pré-traduites il y a déjà un certain temps. Parce que dans le même temps, il y avait un projet qui était porté par l'agence littéraire qui s'occupe des droits de Liu Cixin, droits de traduction notamment, pour des adaptations en BD. Oui, c'est vrai. Il y a toute une collection qui en France est parue chez Delcourt. Oui. Et là, le travail de traduction avait déjà été préfet en fait par d'autres traductrices, d'autres traducteurs. Voilà. Après, ça a nécessité pas mal un gros travail de révision, mais donc il y a d'autres traductrices, traducteurs qui ont proposé, qui sont au sommaire en fait de ces anthologies. Et du coup, t'en penses quoi de cette dernière parution par rapport au... Est-ce que tu trouves qu'il y a une constance dans la qualité de nouvelle? Moi, je pense notamment à la Expiration de Ted Chiang, qui je trouve était un très beau, vraiment un super bouquin de nouvelles, je trouve qu'il y a une constance de qualité vraiment dans celui-ci. Est-ce que Liu Cixin écrit des choses très différentes, ou est-ce qu'on garde toujours un peu les mêmes... ma question est pas faux folle, mais on va dire que ça garde le même grain. Ouais, alors en plus tu parles de Ted Chiang, on disait tout à l'heure qu'il y avait des écrivains qui publiaient exclusivement des nouvelles ou presque. Je crois que c'est le cas de Ted Chiang. Je veux pas dire de bêtises, ça se trouve on va
grondé parce qu'il a publié des romans longs, mais je crois pas tant que ça. Non, c'est surtout connu pour inspiration. Canlio, il est meilleur, je trouve, aussi dans la forme courte. Ouais, en France, on a Sylvie Lenné qui écrit, qui est lyonnaise, alors, un peu de promo locale, qui écrit aussi exclusivement des nouvelles ou des textes courts. Alors Liu Cixin, il a écrit beaucoup de nouvelles de qualité qui sont forcément inégales parce que il y a tout un parcours d'écrivain en fait. Mais pour celles et ceux qui ont aimé Le Problème à trois corps, c'est vraiment à lire parce que déjà il y a plein de pistes en fait de réflexion qui sont ébauchées dans les nouvelles ou qui sont approfondies dans les nouvelles et qui sont esquissées dans les romans. On retrouve vraiment en fait ce qui fait sa patte du coup, avec du lyrisme, de la poésie, quelques défauts aussi, qui sont les mêmes que dans la trilogie, une imagination débordante, une sorte d'ambition assez vertigineuse, et qu'on retrouve vraiment dans les nouvelles, avec des approches qui sont parfois surprenantes, ce qui a contraint d'ailleurs, enfin ce qui a poussé certains lectrices, certains lecteurs à avoir parfois des avis un peu définitifs sur une sorte de théorie politique de Liu Cixin ou d'un point de vue politique et qui peut être contredit dans les nouvelles en fait. D'accord. La théorie de la formation dont tu parlais tout à l'heure, donc je vais pas le divulgacher non plus, mais a pu être interprétée comme étant la façon de Liu Cixin de voir le monde ou les relations internationales ou et en fait c'est une hypothèse fictionnelle au final. Alors évidemment il y a sans doute il y met du sien forcément comme toutes les écrivaines, tous les écrivains. Mais ça peut être contredit dans certaines nouvelles. C'est-à-dire qu'on peut aussi y voir d'autres hypothèses fictionnelles et d'autres façons de relire en fait la trilogie, je trouve. Et tu parles de Canlio du coup. Canlio, super intéressant, c'est qu'on l'a pas abordé, mais moi c'est quelque chose que c'est vraiment un auteur que j'aime énormément. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur lui? Alors j'aime beaucoup ces nouvelles notamment. Je suis un peu moins fan des romans, mais j'ai pas tout lu non plus, donc c'est un peu vache de le dire comme ça. Je le connais aussi forcément en tant que traducteur, puisqu'on a en fait traduit des tas de textes en commun, pour le coup. Alors que je lis, moi, généralement pas avant de traduire les textes que j'ai à traduire. Après, chaque traducteur ou traductrice fait un peu différemment, mais moi, ça m'arrive de les consulter à la fin de ma traduction ou dans les dernières étapes de relecture, par curiosité en fait, pour voir comment lui il a fait. Notamment en SF, voilà, il y a des néologismes, il y a des choix qui sont assez qui peuvent être très différents. D'ailleurs, le chinois permet ça, en fait, d'avoir un éventail de choix quand même très large. Donc, il peut y avoir des grosses différences de traduction. Voir un peu ce qui a été commun entre les deux, etc. Sachant que, alors c'est pas le problème de Canlio, hein, mais c'est que le monde éditorial américain peut être peut intervenir, être très interventionniste, en fait, sur les traductions et les publications, en gommant des passages, en rajoutant des passages. Ce que nous on fait moins en France pour le coup. Quand on traduit un texte, on essaie vraiment de coller à l'original et pas de supprimer ou ajouter des passages. Donc c'est un petit côté rigolo aussi de voir, mais là pour le coup je pense que c'est pas le fait de Canlio, hein, c'est le fait de l'éditeur américain qui va supprimer des phrases supposées misogynes ou qui va ajouter des éléments de contextualisation dont on n'aura pas forcément besoin en français. Surtout qu'il a écrit notamment, alors c'est paru chez le Bélial, j'ai forcément oublié le titre comme toujours, mais c'est à la fin de l'histoire, je crois, quelque chose comme ça. L'homme qui mit fin à l'histoire. L'homme qui mit fin à l'histoire, qui est quelque chose de très très dur à lire, puisqu'effectivement on a un postulat de science-fiction au milieu de tout ça, mais ça rappelle un petit peu le travail notamment qu'a fait et les noms propres, et moi c'est reparti, pourtant que j'adore cette autrice, elle est anglaise, oui elle est anglaise de ouf, qui a écrit et sans oublier le chien, je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Comment elle s'appelle? Je l'ai sur le bout de la langue. Bon, je vais pas chercher pendant une demi-heure. Mais oui, donc sur un postulat de science-fiction pour parler de choses extrêmement dures, notamment forcément sur le rapport Japon-Chine et la guerre qu'il y a eu, etc., et les expériences qui avaient été mises en place, et le côté c'est un peu mis sous le tapis, où ça n'a jamais été donc quelque chose de très très politique et très touchant. Et son autre roman aussi sur le voyage dans le temps du coup, qui est mais c'est lié au père, enfin je sais plus comment il s'appelle. C'est Alors quelque chose sur le tunnel, est-ce que c'était pas ça? Non, c'est pas celui-là. Et c'est vraiment très très bon. Enfin, la ménagerie de papier ou non? Non, c'est pas ménagerie de papier. Je pourrais chercher. Enfin non, j'ai pas m'amuser à regarder. Tu me mets face à ma propre méconnaissance de la SF. Je regarde rapidement. Un mec que j'ai peut-être lu d'ailleurs. Et il est paru il y a quelques années. J'ai dû le lire il y a 4-5 ans en fait. Comment il s'appelle? Ça m'embête. J'en ai marre. J'ai jamais trouvé des trucs. Je devrais préparer. Je sais, je prépare pas assez à force de courir. Il est où?
Ah, c'est qu'il a fait du Star Wars. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais, c'est L'homme qui mit fin à l'histoire, toutes les saveurs, ménagerie de papier, Jardin de poussière, c'était Jardin de poussière. Oui. Ouais, c'était Jardin de poussière. Ah non, ça c'est nouvelles, ça, Jardin de poussière. J'ai lu qui sont vachement bien. C'est une novella, Jardin de poussière. Ouais, c'est court, hein, c'est court. Bah, les auditrices, auditeurs. Hein, oui, on vous laissera trouver. Mettez-nous sur Twitter quelle était la bonne réponse. Et je vais arrêter de chercher pendant 1 heure sur Wikipédia parce que je tombe pas dessus immédiatement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur tout ça? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais aborder, que des questions qui me sont pas venues immédiatement en tête, Gwenaël? Bah là, tu abordais la question de la littérature sino-américaine pour le coup. Oui. Parce que tu parlais de Ted Chiang, qui est d'origine taïwanaise, Ken Liu, qui est d'origine chinoise. Il y a tout un mouvement en fait aux États-Unis principalement de jeunes écrivaines, jeunes écrivains qui sont issus de la diaspora. Alors c'est un terme un peu bateau, mais de la grande diaspora chinoise ou taïwanaise aux États-Unis. C'est un vrai mouvement qu'on peut ressentir aux États-Unis, qui est pas encore trop visible en France. Enfin si, un peu avec Ken Liu, mais il y a des tas d'autres auteurs, autrices qui serait chouette à découvrir aussi, et qui met aussi, renouvelle un petit peu les codes aussi de l'ESF. On voit ça dans l'afrofuturisme en fait, tout bêtement. C'est comment est-ce que on joue avec les codes d'un genre qui est bien établi, qui est principalement eurocentré, et comment est-ce qu'on va insérer des éléments de culture non occidentale. Comment est-ce que le fait d'insérer ces éléments-là avec du réalisme magique à droite à gauche, ça va aussi renouveler la manière dont on juge le canon en fait de la science-fiction. Donc ça, c'est un mouvement qui est intéressant à accompagner, à suivre. Et j'imagine que c'est le cas dans plein d'autres endroits et qui mériterait peut-être aussi d'être davantage connu en France. Il y a Ken Liu, justement, on en parlait, qui a fait cette proposition d'un genre qui s'appelle le silk punk. Oui. Donc un peu en surfant sur la vague des différents quelque chose punk et qui s'imaginerait que alors le silk qui veut dire soie, comment est-ce qu'on peut aussi jouer avec le rétro un peu mais dans le contexte culturel chinois. Il y a d'autres auteurs, il y a un auteur chinois qui s'appelle Zhang Lian aussi qui a écrit une nouvelle un peu sur le sujet. C'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment un genre comme l'Uchronie par exemple va être traité dans d'autres espaces pour le coup, et on a ça avec Jelly Clark par exemple. Oui. Et en fait, c'est super intéressant de voir comment on renouvelle le genre de l'Uchronie aussi dans la littérature française, anglo-américaine. On a quand même des périodes qui sont souvent représentées. Alors la Seconde Guerre mondiale, mais d'un point de vue souvent assez eurocentré. Éventuellement la Rome antique, Napoléon. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que dans d'autres espaces ou dans d'autres communautés, sur quelle période on va jouer en fait. Et c'est intéressant dans l'afrofuturisme qu'on joue sur l'Égypte antique par exemple. Ça peut être le cas. En Chine, c'est intéressant de voir quelle époque on va prendre. Il y a par exemple tout un courant littéraire, alors qui est de plus en plus censuré, mais de la littérature web en Chine, de la web littérature, qui est cyberlittérature, qui est très très développée, qui est très très lue. Et il y avait un sous-genre, mais ça représente des centaines de milliers de textes, sans exagérer, sur l'Uchronie. D'accord. En fait, donc on peut lire des dizaines de milliers de textes uchroniques sur des plateformes de web littérature en Chine. Et c'est intéressant de voir comment ils retravaillent l'Uchronie, quelles sont les périodes privilégiées, pourquoi, etc. Tout un pan d'époque et de réflexion qui se font en fait, qui servent de nouveaux mélanges culturels et qui semblent bien intéressants effectivement à travailler. Et est-ce que toi tu aurais des choses que méconnues pour nous communs des humains que tu as lu, vu, etc., que tu recommanderais comme ça? Alors toute la difficulté, c'est de savoir si les auditrices et les auditeurs lisent le chinois, mais j'imagine que c'est pas le cas d'énormément de gens. Il y a un roman de Gao Yifang dont on parlait tout à l'heure, l'auteur de La Guerre des Bulles, qui a écrit récemment 2069, mais qui est inédit là pour le coup en traduction anglaise, française, dans n'importe quelle langue, mais qui serait sympa. Sinon, je parlais tout à l'heure des nouvelles de Chen Qiufan ou de Xiadia, et beaucoup sont traduites en anglais. Et beaucoup sont accessibles en ligne, donc vraiment c'est à aller voir. J'espère qu'un jour on aura la possibilité de les lire en français aussi. Mais de manière globale, cette génération d'écrivaines nés dans les années 80 en Chine et qui ont du coup pas le même parcours en fait que Liu Cixin par exemple, qui ont pas du tout eu les mêmes lectures,
et dont ça se voit en fait dans leurs textes quels ont été le corpus dans lequel ils sont allés piocher ou comment est-ce qu'ils ont été inspirés. Et de façon assez intéressante, ils essaient de récupérer, c'est le cas de Chen Qiufan par exemple, qui s'intéresse beaucoup à la spiritualité et à la croyance en fait en tant que phénomène social ou phénomène politique, et comment est-ce qu'il va conjuguer ça avec les nouvelles technologies de façon assez intéressante. Voilà, il va aller piocher dans le bouddhisme, dans le taoïsme, ce que faisait peut-être moins Liu Cixin, enfin de façon moins directe en tout cas. Très bien. Eh ben écoute, on va pas tarder à terminer. Est-ce que tu as une actualité à venir personnelle Ma foi, tout de suite dans l'immédiat, non. L'actualité était toute récente. C'était la parution de l'île de Silicium chez Rivage, les nouvelles de Liu Cixin chez Actes Sud. Et puis je fais de la pub aussi. Je collabore régulièrement avec une revue littéraire qui s'appelle Gentayou. Et on a fait paraître récemment, alors il y a un numéro spécial sur la littérature ouïghour, et un numéro spécial aussi sur la littérature de Hong Kong, où on a un peu de SF d'ailleurs dedans aussi, et des genres qui nous plaisent, des genres d'imaginaire ou de l'absurde, du polar. Donc je conseille aussi à tout le monde la littérature de Hong Kong. On l'a co-dirigée avec une copine traduite qui s'appelle Coraline Jortet. Donc voilà, je vous invite à découvrir aussi cette revue et ces numéros en particulier. Très bien. Et si on veut suivre ton actualité, on peut trouver ça via Twitter, j'imagine ? Ouais, j'essaie de faire un peu de pub. Un peu de communication. Ok. Voilà. Est-ce que tu as un réseau sur lequel tu te sens plus à l'aise ou que tu publies plus souvent ? Je crois que Facebook, c'est plutôt un peu privé, c'est-à-dire que n'importe qui n'y a pas forcément accès. C'est ton profil. Sur Twitter, j'essaie de suivre un peu l'actualité des parutions. Il y a aussi le compte Twitter que je gère, qui est celui du département de chinois de l'université Lyon 3, Chinois Lyon 3, où j'essaye, quand j'ai un peu le temps, de faire de la veille sur les publications en français de romans chinois ou sinophones. Donc c'est mélangé avec des actualités et tout ça, mais s'il y en a qui veulent suivre, n'hésitez pas. Eh bien, super. Eh bien, Gwenaël, un très grand merci de nous avoir accompagnés, m'avoir accompagné sur cette petite heure d'émission sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Ce sera un plaisir de te recroiser. En tout cas, c'était une très belle rencontre et c'était un peu dégrossi tous tes univers et tout ton travail. Donc, c'est un grand plaisir de te rencontrer. Merci. Surtout pour un Lyonnais qui est aussi proche de nous. On se retrouve la semaine prochaine pour le 73e congrès de futurologie. Vous êtes toujours donc sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, et on vous souhaite une excellente soirée. Salut Gwenaël. Merci, à bientôt.